Ça m'a pas l'air d'une bonne idée au début de faire ça dehors, mais là, plus j'y pense, plus je suis comme... T'as même pas amené ton texte. Genre, j'ai même pas les infos qu'il faut que je dise. Je suis juste là. J'avais du temps à perdre. Puis ces gens autour me regardent puis me jugent. Puis là, je pense qu'ils pensent que je suis en train de faire des vidéos de TikTok, genre. En tout cas, je pense que je vais attendre d'être rentrée chez nous. 2 seconds later. Ouais, là je suis plus à l'aise. Salut tout le monde et bienvenue à Une Seconde Rock. Cette semaine, on va analyser un roman que j'apprécie vraiment beaucoup, qui est un roman jeunesse absolument incroyable. Alors c'est parti pour l'analyse, Le garçon en pyjama rayé de John Boyne. John Boyne est un écrivain irlandais né en 1971 à Dublin. Il a étudié la littérature anglaise au Trinity College de Dublin et l'écriture créative à l'université d'East Anglia à Norwich en Angleterre. Il a fait ses débuts dans le monde de l'écriture en publiant des nouvelles dans des magazines avant de lancer son premier roman en 2000, The Thief of Time. Il a écrit d'autres romans dits pour adultes avant de se lancer dans l'écriture jeunesse en 2006 avec Le garçon en pyjama rayé, qui a été un succès, ma foi, incroyable. Vendu à plusieurs millions d'exemplaires dans le monde, il est traduit en 46 langues et il y a eu une adaptation cinématographique en 2008. Boyne nous fait revivre différentes époques historiques à l'intérieur de ses romans, dans différents genres et pour différents groupes d'âge cibles. Il a maintenant une quinzaine de livres à son actif. Son plus récent, My Brother's Name is Jessica, a été publié en 2019. Bruno, un petit garçon de 9 ans, doit quitter son immense maison de Berlin pour déménager parce que son père, dont le fourreur a de grands projets pour lui, l'envoie travailler dans un endroit que Bruno appelle Auschwitz. Il n'est pas content de se ramasser dans la fin fond d'une campagne et de perdre tous ses amis et l'immense maison dans laquelle il a grandi et qu'il adorait explorer. Il se sent vraiment très loin de chez lui, ses amis lui manquent et de sa chambre, la seule vue qu'il a, c'est une espèce de village vraiment loin où il y a des gens qui se promènent en pyjama. On lui a dit de ne pas s'approcher de ce village, mais en manque d'exploration, il se met à se promener un petit peu autour de la maison, s'éloigner de plus en plus, et un jour, il se ramasse sur le bord de cette barrière. Il y fait la connaissance de Shmuel, qui est un garçon de son âge avec la même exacte date de fête que lui. Chacun de leur côté du grillage, ils vont nous faire découvrir une magnifique amitié qui va se développer à l'intérieur du roman. Une amitié qui dépasse vraiment l'entendement des enfants et leur compréhension de pourquoi les humains se font la guerre. C'est un roman de 20 chapitres qui est disponible en format jeunesse et en format standard. Je vais revenir là-dessus tantôt. Mais peu importe le format que vous avez, c'est toujours la même histoire qui est à l'intérieur, ça je vous le garantis. Moi j'ai lu cette édition-ci, donc de la collection Folio Junior publiée par Gallimard Jeunesse. Ce format-là fait environ 200 pages et il n'a pas de résumé en 4e de couverture. Ça peut sembler être un drôle de choix parce que d'habitude, la 4e de couverture, c'est ce qui va, dans les premiers éléments, dans le fond, qui va inciter quelqu'un à acheter un livre ou pas. C'est ce qui va le démarquer aussi par rapport à son originalité, est-ce que c'est des thèmes qui viennent te rejoindre. C'est là qu'on fait vraiment l'espèce de distinction entre un livre qui nous intéresse et un livre qui nous intéresse pas. C'est le moment de faire ton pitch pour ton histoire pour que ça attire le plus de gens possible. Mais bon, je dis qu'il n'y a pas de résumé en 4e de couverture, c'est pas vrai. Il y a un court texte qui dit qu'il n'y aura pas de résumé de cette histoire-là. Bon, sur le coup, c'est comme genre, bon, ok, il nous raconte une histoire lourde, il veut qu'on la découvre par nous-mêmes, et ça semble être un choix justifié de pourquoi il n'a pas mis vraiment le résumé classique. Et il y a aussi cette espèce d'originalité de comme genre, oh, mon livre, il n'y a pas de résumé, si tu veux savoir ce qu'il y a dedans, il faut que tu l'ouvres. Tu vas être vraiment genre flabbergasté parce que c'est pas une petite histoire légère, mais bon, regarde. La Seconde Guerre mondiale s'est déroulée entre 1939 et 1945, débutant avec l'envahissement de la Pologne par l'Allemagne et se terminant officiellement avec la capitulation de l'Allemagne nazie en 1945 au mois de mai avec le suicide de Hitler et un peu plus tard avec celle du Japon au mois d'août 1945 après le bombardement d'Hiroshima et Nagasaki avec la bombe nucléaire. Je ne mettrai pas l'ensemble de la Deuxième Guerre mondiale en contexte, c'est pas pertinent avec la lecture d'aujourd'hui. Mais je vais me concentrer sur quelques éléments un petit peu plus spécifiques de cette tranche-là dans laquelle s'inscrit l'histoire du roman dans l'histoire avec un grand H de la Seconde Guerre mondiale. Alors, le roman ne se concentre pas sur la guerre militaire, pas du tout, mais plutôt sur l'Holocauste, donc la Shoah, qui a été le génocide des Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Ce génocide-là, d'ailleurs, s'est passé vraiment à l'insu du reste du monde. La découverte des camps de concentration s'est faite pas mal à la fin de la guerre et ça a vraiment été un gros choc pour l'humanité. Lors de la première libération des camps par l'Armée rouge en 1944, ils prenaient des photos de ce qu'ils voyaient dans les camps de concentration, mais elles étaient censurées
quand ils étaient montrés au public. Alors, lorsqu'ils ont arrêté de censurer ces photos-là et qu'ils ont vraiment mis le matériel accès à tous, ça a vraiment été une pilule difficile à avaler. C'est aussi vers 1944 qu'ont commencé les premières marches de la mort. Alors, avec l'avancement des troupes alliées, les nazis n'avaient pas d'autre choix que de relocaliser les prisonniers dans d'autres camps parce qu'ils essayaient de ne pas se faire pogner. Ben, dans le fond, d'essayer de minimiser la chose parce qu'ils savaient très bien que ce qu'ils avaient fait était, très facilement punissable par le reste de l'humanité. Alors, ils ont essayé de camoufler ça en transférant les prisonniers de camp en camp pour qu'ils en retrouvent le moins possible. Alors, ils les faisaient marcher pendant des centaines et des centaines de kilomètres jusqu'à un autre camp. Si t'étais trop faible pour faire la marche, ben, tu mourrais là. Ça a été le dernier gros blitz, si on peut dire, entre guillemets, de ce génocide-là, parce que c'était les dernières affaires qu'ils pouvaient faire pour essayer de camoufler leurs traces. Fait qu'il y a eu des exécutions de masse. Les chambres à gaz n'ont jamais autant brûlé que vers la fin de 1944 jusqu'en 1945. Ils ont vraiment poussé jusqu'à la fin, le plus qu'ils pouvaient avant de se faire arrêter par les troupes alliées. Comme l'explique Schmuel à Bruno dans un court extrait à partir du roman, ça s'est pas passé du jour au lendemain. Les camps de concentration sont vraiment apparus graduellement. Le premier a été inauguré en 1933, alors que Hitler venait juste d'être nommé chancelier. C'était d'abord des camps qui faisaient passer comme des camps de prisonniers de guerre ou des endroits où tu allais faire des travaux forcés. Puis, vu que la guerre a été déclenchée pas longtemps après, ça a été une excuse supplémentaire pour ajouter encore plus de gens dans les camps de concentration sans qu'il y ait trop de monde qui se pose des questions. C'était des camps où on faisait travailler les gens jusqu'à épuisement, on les nourrissait pratiquement pas. Si on les nourrissait, on faisait des expériences scientifiques sur eux et le meilleur moyen qu'ils utilisaient pour les exécuter était les chambres à gaz et les fours crématoires. Donc, on poussait des gens on entassait des gens dans des pièces puis on faisait évacuer un gaz puis ça les tuait. Et c'était comme ça que s'amusait. C'était comme ça qu'ils exécutaient le plus de gens possible d'un seul coup. Et après ça, ils les entassaient dans des fosses communes. Et c'est vraiment dégueulasse. C'est même pas descriptible à des mots à quel point c'était inhumain. Il existait ce qu'on appelle 3 types, entre guillemets, de camps de concentration. Donc, je vais vous montrer une carte juste à côté. Alors, il y avait des camps qui étaient exclusivement des camps de concentration, donc qui étaient plus spécifiquement des camps de travail. Et évidemment, il y a des gens qui mouraient là pareil, mais c'était pas nécessairement un camp d'exécution. Ça, il y avait des camps en rouge qui étaient des camps d'exécution, qui étaient vraiment faits pour juste tuer. Le monde t'arrivais là, tu mourrais, c'était sûr. Il n'y avait pas de laps de temps où tu faisais des affaires puis tu avais un semblant de vie, même pas. C'était pas vivable dans ces camps-là, mais bref, vous comprenez ce que je veux dire. Et il y avait des camps comme celui de Auschwitz qui faisait les deux, alors qu'il était un camp d'exécution et un camp de travail en même temps. Donc plus spécifiquement, Auschwitz a été inauguré en 1940, alors que l'Allemagne avait de plus en plus de conquêtes en Europe. Pour essayer de se situer au niveau des années, alors Bruno est né en 1934 et il a 9 ans au début du roman. Alors si on fait un petit calcul mathématique, il était arrivé à Auschwitz dans les années 1943 et vu qu'il y a passé un petit peu plus qu'un an et qu'il y a eu quelques mois avant la fin de l'histoire qui est en fait la libération du camp d'Auschwitz, l'histoire se passe à peu près entre 1943 et 1945. J'ai laissé plusieurs liens de mes recherches à l'intérieur de la description. J'ai aussi des liens de vidéos documentaires avec des images quand même assez poignantes de ce qu'ils ont trouvé dans les camps de concentration. Alors faites attention lorsque vous allez faire des recherches. Si vous êtes des gens sensibles, ça se peut que ces images-là soient vraiment difficiles pour vous. Alors je les ai marquées lorsqu'il y a des images difficiles à regarder dans mes liens de recherche. J'ai aussi mis le lien pour la photo avec la carte des camps de concentration que j'ai utilisé. Alors, n'hésitez pas à me partager vos propres liens de recherche dans les commentaires et partager entre vous des informations que j'ai peut-être omis, des choses que j'ai peut-être mal expliquées. Je suis pas prof d'histoire. C'est vraiment une tranche de notre histoire qui est absolument dégoûtante et malheureusement, on peut pas la renier, on peut pas empêcher la propagation de ces informations-là de sortir. C'est important qu'on soit au courant de ce qui s'est passé, même si c'est parfois très difficile à assumer et à regarder. La guerre, c'est vraiment un sujet difficile à adapter quand on en fait des livres jeunesse. Et dans ce que je veux dire par là, c'est que c'est difficile de faire vraiment l'histoire réelle, de l'adapter pour un public d'enfants, que ce soit vraiment un témoin réaliste de ce qui s'est passé. Il n'y a pas de bonne façon simple et passive de raconter l'Holocauste à des enfants, ça marche pas comme ça. Mais il y a beaucoup d'auteurs et d'autrices qui y sont arrivés en nous montrant des images de la guerre à travers les yeux de d'autres enfants. Et ça, c'est un excellent loophole. Parce que les enfants comprennent que ce que le personnage voit est mal, mais ils ne l'associent pas dans leur tête avec des images aussi atroces que nous, en tant qu'adultes, on peut le faire parce que les enfants ne voient pas tout ce qu'un adulte peut voir avec ses connaissances historiques que l'enfant n'a pas encore. Alors, il comprend que c'est mal, il comprend que ce qui se passe n'est pas bien, ce qui est quand même une bonne valeur à transmettre
à nos enfants, mais dans l'objectif complet, c'est qu'il ne sera pas traumatisé par des images violentes après sa lecture. On pourrait dire que c'est un peu une vision filtrée de l'histoire. Et par là, je dis bien filtrée et non pas censurée, parce que pour les enfants, ce n'est pas de la censure, c'est juste, ils ne voient pas la même chose que nous, on voit avec notre expérience. Et c'est quelque chose qui est quand même assez réaliste dans le sens où Bruno, si on prend l'exemple de Bruno à l'intérieur du roman, il voit tout ce que les autres voient. C'est-à-dire que lui, il voit le camp de concentration, il voit les prisonniers habillés dans leur uniforme, il voit tout ça, il n'est pas aveugle, il voit ça. L'affaire, c'est qu'il n'y a personne qui lui explique ce que c'est en fait. Alors lui, il assume que c'est bon, ça doit être un village un petit peu plus loin, c'est des gens qui se promènent en pyjama, ça a l'air le fun, c'est le fun de se promener toute la journée en pyjama. Il n'y a personne qui lui explique que c'est mal, que c'est pas bien, que ce qu'il voit, c'est atroce. Il sait pas. C'est ce qui fait en sorte qu'il peut être ami avec Shmuel parce qu'il ne sait pas pourquoi il est dans cet endroit-là, il ne sait pas qu'il ne devrait pas être en contact avec lui, mais en même temps, il cache à ses parents, il sait qu'il n'y a pas d'affaire à être là, mais il ne sait pas exactement pourquoi. Puis lui, il veut garder son ami, il aime son ami, il ne voit pas ce que la société essaie de leur faire comprendre, qu'ils ne sont dans deux camps différents et qu'ils ne devraient pas s'associer, que Bruno est un petit enfant allemand de la société prodige et que Shmuel est un enfant qui ne mérite pas d'exister, qui est même pas considéré comme une personne. Nous, de notre regard d'adulte, on voit ça. Les enfants, ils voient juste d'autres enfants et ont juste le goût d'aller jouer avec ces enfants-là, de découvrir ces enfants-là. Et c'est la preuve qu'il n'y a pas grand-chose qui nous différencie les uns des autres parce que les enfants ne voient pas vraiment la différence. Ou du moins, ils s'en foutent. Ils s'en foutent de la différence. Sous notre regard d'adulte, on voit les deux histoires en parallèle. Donc, on voit l'histoire d'amitié, de malentendu qui est montrée plus dans la partie jeunesse du roman. Et avec notre perspective d'adulte, on voit aussi l'histoire réelle, la violence de cette histoire-là. Et le contraste que ça donne avec ce que le roman jeunesse nous raconte, qui est aussi quelque chose qui aurait pu arriver et qui a probablement été vu par d'autres enfants de cette époque-là. Et l'image que nous, on sait de ce qu'on a retenu de cette époque-là, on mixe les deux puis on est comme genre « Oh my God, c'est tellement violent ». Le pire, c'est qu'on peut même pas dire que ça a été le dernier génocide. Donc ces types de romans jeunesse sont lus pas mal à tous les groupes d'âge. Justement grâce à cette double vision de l'histoire qu'en tant qu'adulte on a et en tant qu'enfant qu'on va découvrir plus tard. C'est des connaissances qui vont se développer avec l'âge, avec les connaissances générales, avec les cours d'histoire qui nous sont offerts. On va apprendre de plus en plus sur cette période-là et de la vraie violence de cette période-là. On ne montrera pas des images de camp de concentration à un enfant de 6 ans, mais avec le temps, bon, les images nous sont montrées et quand on est rendu assez mature, entre guillemets, pour être capable d'encaisser ces images-là, c'est là que la deuxième vision se crée. C'est pour ça que dans un livre comme celui-ci, on va généralement publier 2 versions différentes. Alors, il existe une version, on va dire, standard de ce livre-là, qui est publié chez les éditions Gallimard également. Alors, c'est une couverture qui est quand même assez difficile. On voit qu'il y a quelque chose de chargé à l'intérieur de l'histoire. Bon, voilà, c'est... je sais pas, d'après moi, la quatrième de couverture est similaire à celle-là du livre jeunesse, mais à cause de l'image, il y a quand même quelque chose qui nous dit ça doit pas être un livre pour les petits. Mais à l'inverse, il y a la version comme j'ai celle-là ici, donc qui est vraiment une couverture neutre qui a, bon, le titre et on a le petit logo ici qui est écrit Folio Junior, donc qui est écrit direct sur la page couverture. C'est un livre pour les jeunesses. Allez-y, achetez-le pour vos enfants. Ils vont découvrir une tranche de notre histoire de façon quand même assez smooth, mais réaliste et poignante. Alors, tu sais, il y a des gens qui vont regarder, bon, tu regardes le côté, il y a un look un petit peu plus jeunesse, tu le vois que c'est pas nécessairement fait pour les adultes. Et vous seriez surpris de la quantité de gens qui vont se refuser à lire un livre qui est identifié comme un livre jeunesse parce qu'ils considèrent qu'ils n'ont rien à leur apprendre. Tant pis pour eux, si tu veux mon avis. Je l'ai dit et je le répète à n'importe quel moment sur ma chaîne, il n'y a pas de moment pour découvrir la littérature jeunesse. Elle a toujours quelque chose à nous apprendre, peu importe à quel âge on lit ce livre-là et à quel âge on le découvre. Soyez pas hautain quand on vous montre et on vous propose un livre jeunesse. Vous seriez vraiment surpris de tout ce qui peut vous apprendre. Il faut pas négliger ça. Et d'ailleurs, vous pouvez le voir avec l'utilisation de ces 2 types de couvertures-là. En gros, c'est une question de marketing. C'est juste de comme, on sait notre public, ça c'est pour les adultes, ça c'est pour les enfants. Mais entre les 2 pages, c'est la même histoire, c'est les mêmes mots, c'est la même affaire. C'est juste qu'il faut passer par-dessus les clichés des gens. Et c'est pas toujours facile. Il y a plusieurs choses par rapport à la façon dont l'auteur a décidé de choisir ses mots pour nous partager l'histoire qui m'a forcé à me questionner. En particulier, le fait que Bruno n'arrive pas à prononcer certains mots qui sont spécifiques à la Seconde Guerre mondiale. Donc quand même le mot fourreur, le mot Auschwitz,
C'est étrange qu'il n'arrive pas à les prononcer. Ça pourrait tout simplement expliquer le fait que Bruno est un enfant en très bas âge et qu'il y a de la difficulté à retenir les mots qui sont plus compliqués. Ça pourrait aller jusque-là. Mais je me suis quand même demandé s'il n'y avait pas quelque chose d'un petit peu plus profond en dessous de ça. Comme les mots haineux aussi prononçant vers les jeux sont aussi, je vais dire entre guillemets, censurés par Bruno, qui ne sont pas dits à l'intérieur du roman, je me suis demandé si l'auteur n'avait pas décidé délibérément de ne pas prononcer ces mots-là à l'intérieur de son roman pour ne pas les apprendre aux plus jeunes et leur donner par le langage des indicatifs de mots, des trucs genre spécifiques et à la mauvaise tranche de cette histoire-là et que les enfants puissent les utiliser plus tard. Comme s'ils voulaient justement nous raconter cette tranche de l'histoire-là d'une façon un petit peu plus, je vais dire entre guillemets, douce, mais qui ne veut pas justement donner par d'outils de langage à des enfants pour utiliser ces mots-là puis cette violence-là contre d'autres enfants sans comprendre la charge vraiment de ce qu'ils ont lu. T'sais, ils comprennent pas encore tout à fait ce qu'ils ont lu, fait que c'est difficile de se dire tiens, je vais mettre plein de mots extrêmement méchants de cette époque-là, de cette tranche d'histoire-là, puis les enfants vont les utiliser allègrement sans comprendre leur poids. Et c'est ça qui vient être difficile parfois. Alors je me suis demandé si l'auteur avait pas pris la décision de ne pas les mettre dans son roman pour ça. Dans cette même idée, j'ai aussi remarqué que les gens autour de Bruno vont jamais lui dire vraiment textuellement la bonne prononciation de Führer et la bonne prononciation de Auschwitz. Ils l'écrivent, qu'il le dit mal, qu'il ne prononce pas la bonne chose, donc les références que nous partage Bruno ne sont pas nécessairement les bonnes, mais elles ne sont pas écrites dans le texte. Bruno ne le processe pas dans sa tête, il ne l'assimile jamais, il n'est pas dit par les autres personnages. C'est toujours au lecteur de faire le lien. Le seul mot que prononce correctement Bruno à l'intérieur de ce roman-là, qui est vraiment typique de cette époque-là, de cette tranche d'histoire-là, c'est le Heil Hitler qu'il va faire à son père en sortant de son bureau. Je trouvais ça étrange au début, mais après j'ai essayé de réflexionner un petit peu sur le sujet et j'ai trouvé peut-être une explication quelconque. Alors on est conscient que Bruno ne comprend pas l'ampleur de ce qu'il est en train de vivre, qu'il ne comprend pas le concept des camps de concentration, de ce qui se passe autour de lui, du génocide qui a lieu autour de lui. Il n'est pas conscient de ça, il ne comprend pas ça. Bruno n'est pas nécessairement conscient de l'ampleur du titre du Führer. Donc, c'est pour ça peut-être qu'il le prononce mal. Même chose avec Auschwitz, il ne comprend pas c'est quoi un camp de concentration, alors il ne le prononce pas correctement. Mais pourquoi il serait capable de nous partager le Heil Hitler? J'y ai réfléchi un petit peu. Et si vous regardez la description que nous fait Bruno du Führer, qui nous parle de lui quand il est venu souper à sa maison et tout ça, et de l'énergie qu'il a été dégagée, il comprend, par exemple, que ce n'est pas une bonne personne. Il comprend que c'est quelqu'un de très dur, de très difficile, et il a conscience du mal qu'il peut représenter, sans comprendre son titre et pourquoi il fait tout ça. Mais il est conscient que ce n'est pas quelqu'un de fréquentable. Alors ça pourrait être la différence du pourquoi il est capable de prononcer ces mots-là et qu'il n'est pas capable d'en prononcer d'autres. Du moins textuellement parlant, parce qu'il le parle à l'intérieur du roman, mais au niveau du texte, c'est le seul mot qui nous est partagé. Même si, tout de suite après, l'auteur nous dit que Bruno n'est pas vraiment conscient de ce qu'il vient de dire, dans le sens où il pense que c'est une façon de dire au revoir et bon après-midi, qui n'est pas non plus totalement faux, hein, parce que le Führer exigeait que tout le monde termine leur conversation et quitte les endroits en faisant ça. Fait que c'était rendu, faut le faire, fait que c'est legit, ça pourrait vraiment juste dire bon après-midi alors que ça montre ton allégeance au Führer, mais en tout cas, ça pourrait quand même être legit ce que Bruno pense. Juste le fait que les mots soient écrits et partagés au lecteur, contrairement à tous les autres aussi qu'il aurait pu écrire dans le roman et qu'il a décidé de ne pas le faire, ça me laisse penser que l'auteur veut nous passer un message. Et c'est la conclusion que moi j'en ai fait. Est-ce que c'est la bonne? We'll never know. Et je vous partage quand même ma propre réflexion pour vous aider à pousser les vôtres toujours plus loin. Dis-moi si vous trouvez que ça fait du sens, mais dans tous les cas, c'est important de se questionner sur le choix des mots puis les mots qui nous sont partagés dans un roman, parce que le roman, peu importe lequel, est constitué de mots. Peu importe le livre, il est constitué de mots. Alors, on peut pas nier le fait qu'il y a des mots qui ont été choisis pour une certaine raison et qu'il y a des choix qui ont été faits par l'auteur, par l'autrice dans ce roman-là, dans ce livre-là que vous lisez. Et vous pouvez vous demander pourquoi ces choix ont été faits. Ça pourrait être au final juste un choix stylistique et qu'il n'y a pas vraiment de pensée derrière, mais c'est rarement aussi simple que ça. Alors c'est tout pour ma capsule d'aujourd'hui, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas, comme je l'ai déjà mentionné, de me partager vos propres liens de recherche en commentaire pour vous aider les uns les autres. Je vous souhaite bonne semaine et on se dit à lundi prochain.